Okay, we have to resume because after there is a meeting, so after lunch. So we are now going to Philadelphia. Philadelphia was mentioned just so just you can defend yourself. Nous allons maintenant nous rendre en Philadelphie. Donc, vous avez la parole. Mm, Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. Je voudrais remercier Jean-Pierre et son équipe pour avoir organisé ce colloque. C'est l'un de mes endroits préférés où se réunir. Je suis venu pour la première fois au colloque ATHS en 1994, en 93, quand j'ai fait la première présentation sur le traitement méthadone qui empêchait les, euh, les infections au VIH. Cette réunion se passait à Cannes. Donc, je suis très heureux d'être de retour. Et Jean-Pierre m'a demandé de vous parler du counseling. Dans le discours autour de la toxicomanie de la communauté, on en parle moins dans de nombreux cas. On parle de MOUD, des médicaments pour le traitement du trouble de l'usage des opioïdes, mais le counseling, on en parle moins. Comment est-ce que je fais défiler les diapos? Je vais parler du counseling, mais je pense qu'il est important de planter le décor. Je vais vous parler un peu des problèmes au niveau mondial, pas seulement l'épidémie de l'usage des opioïdes, mais les traitements qui sont disponibles aujourd'hui. Je vais parler des facteurs contextuels qui influencent la prise du traitement et certains facteurs individuels. Et je vais terminer par une discussion sur les stratégies de counseling qui, qui sont le plus susceptibles d'aider au traitement. Voici en guise d'introduction, le trouble d'usage des opioïdes est un phénomène global, mais la gravité, la gravité du problème et la différence dans la gravité du problème varient selon les pays, les continents. Et ce que cette diapo ne montre pas, c'est que les différences à l'intérieur d'un pays, d'une ville, d'une communauté sont importantes. Donc, dans chaque pays, et on va trouver des endroits, des communiqués, des quartiers où il y a une détresse énorme causée par ce trouble. Et il y a des concentrations en Amérique du Nord qui sont exceptionnelles. Nous avons ce problème global et maintenant nous avons davantage de médicaments disponibles pour le traitement. Il n'y en a jamais eu autant dans l'histoire. Nous avons des agonistes purs. Le traitement de méthadone est le plus disponible. Nous avons des agonistes partiaux en sublingual, la buprenorphine, le naloxone. Nous avons des formulations à action prolongée, différentes façons d'administrer le médicament par comprimé, par injection. Nous avons des antagonistes, la naltrexone,
à action prolongée. Nous avons plus d'options de traitement que jamais dans le passé. Et les utilisateurs, quel est le problème? Pourquoi est-ce que plus nous ne faisons pas rentrer des gens en traitement plus tôt et pourquoi est-ce que le traitement ne fonctionne pas complètement? Voici des exemples visuels des différentes approches qui sont à notre disposition. Au niveau mondial, le contexte diffère en termes de fourniture de drogue, d'approvisionnement en drogue. Don parlait de la situation à New York et dans la plupart des États-Unis avec le fentanyl. La fourniture de drogue varie en termes d'accessibilité, de volume, de drogue disponible, de pureté et de contenu de ces drogues, de ces opiacés. Les sanctions pénales diffèrent d'un pays à l'autre. Les politiques de traitement sont différentes en termes de qui a accès au traitement et dans quelles conditions. Certains, certains pays exigent des doses quotidiennes, d'autres ont des politiques plus libérales en termes de on peut amener les médicaments chez soi. La disponibilité des médicaments pour le traitement du trouble euh, de- d'usage des opiacés, la formation des médecins, du personnel médical et sur les opiacés et le traitement des opiacés varie d'un pays à l'autre et au sein d'une même région. Aux États-Unis, je, v- je vais passer rapidement, mais nous avons des articles récents, des études, des enquêtes dans les ménages, sur l'administration des médicaments, et on estime que 7,5 millions de personnes ayant ce trouble aux États-Unis, et sur ce nombre, seuls 14 de ces personnes ont reçu un traitement, un médicament pour traiter leur trouble. C'est c'est la même chose dans un article récent qui estime que les personnes ayant ce trouble, 27 personnes 27 ont reçu le traitement et 17 utilisent actuellement un médicament pour traiter ce trouble. Voici un résumé récent des données européennes qui est très différent des États-Unis. Pense qu'il y a des problèmes de prise de mesure. Dans les pays européens, dans les pays de l'Union européenne, les données indiquent que près de 40 des personnes ayant ce trouble reçoivent un traitement, reçoivent un médicament. Donc nous avons cette énorme variabilité en termes de prise de médicaments disponibles et je pense que cela souligne l'importance d'aider les gens à comprendre quels sont ces médicaments, comment ils fonctionnent et ça aide les gens à prendre une décision difficile de s'engager dans un traitement. Voici, Don a parlé des données à New York. Voici les données les plus récentes à Philadelphie, où nous avons un total de 1400, 1400 décès par surdose, par overdose. Voici le contenu des drogues qui ont été trouvées dans les personnes qui sont mortes par overdose. En bas, la bleue, c'est le stimulant, l'opioïde. Il y a bien plusieurs groupes qui sont impliqués. Il y a des stimulants et des opiacés.
Et la Hongrie, c'est les opioïdes seuls et les 2 barres du haut, c'est une association. Lorsque la buprenorphine a été introduite, il y a eu un grand espoir que les médicaments seraient plus facilement disponibles, plus faciles à administrer et que cela entraînerait une rétention de ces populations. Parce que ça ne sert à rien de commencer un traitement si la personne ne poursuit pas le traitement. Les études préliminaires dans un essai randomisé méthadone buprenorphine montrent que 50 des personnes qui ont commencé le traitement sont encore en traitement 5 années plus tard. Cependant, en pratique, ce qu'on voit, c'est une courbe de rétention qui ressemble à ceci, avec très peu de personnes qui ont, qui ont commencé dans le système de santé et maintenant dans les centres d'urgence, on leur donne une ordonnance de buprenorphine et naloxone, mais très rapidement, ils arrêtent de prendre les médicaments et ne renouvellent pas leur ordonnance. Pour tout ce qui a été dit sur les traitements et l'impact du traitement sur le trouble d'usage des opiacés, je pense qu'il faut adapter, le modèle de cascade de traitement qui a été développé pour, le VIH. Cela a été fait par nos collègues de British Columbia sur toutes les personnes sur les 2 barres de gauche, les personnes ayant ce trouble, c'est on voit les populations, hem, en 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 violet, c'est les zones rurales et la cascade, heu, descend très rapidement. On voit les personnes qui restent en traitement au bout de 6 mois, d'un an, 2 ans. Au bout de 2 ans, il y a moins de très peu de personnes qui restent, qui sont encore en traitement sur quel que soit le groupe. Donc nous avons un problème très difficile de conserver les gens en traitement. Cela est dû à la nature, complexe de troubles de l'usage des opiacés et des vies que vivent ces gens et des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie. Voici une longue liste des des problèmes sociaux et médicaux. J'utilise cette diapo parce qu'aux États-Unis, les gens sont focalisés sur la réduction des décès par surdose. C'est leur mission première, ils considèrent. Mais on ne va jamais réduire les overdoses et les décès par overdose si on ne résout pas les problèmes sous-jacents. Donc il y a beaucoup de facteurs individuels et dans le lancement du du traitement, la stigmatisation, beaucoup de personnes ne veulent pas recommencer à la buprenorphine parce que leur expérience lors de leur premier traitement était douloureux et difficile. Surtout avec le fentanyl maintenant, les le temps qu'il faut depuis entre l'arrêt de l'utilisation et la dé et vous n'a et vous n'avez pas de symptômes de sevrage. Donc cela, fait que il faut encore plus de temps pour commencer, un traitement à la buprenorphine. Je crois qu'il y a une grande crainte du sevrage chez les dépendants aux opiacés. Les personnes essaient d'éviter ce sevrage. C'est leur première mission. Ils veulent plus avoir un high, mais ils veulent ne pas être malades. Il y a de de nombreux de nombreux états médicaux, de nombreux problèmes médicaux et psychiatriques, qui interviennent. Donc il faut soutenir socialement tous, tous ces toxicomanes qui souhaitent, heu, arrêter,
ou changer, leur utilisation ou commencer un traitement. Cécile Denis, qui est ici dans la salle, a écrit cet article récemment. C'est un résumé de de la complexité des problèmes sociaux et médicaux qu'on rencontre chez les gens qui consomment des opiacés à Philadelphie. La citation ici dit que la prévalence, la multiplicité et la gravité des problèmes chroniques médicaux et socio-économiques soulignent les conséquences de l'épidémie actuelle et soulignent le besoin de soins. Donc, le trouble de l'usage des opiacés est un problème médical chronique. Je n'ai pas besoin de le dire ici, mais je veux souligner l'importance du volet comportemental de la dépendance et de l'addiction et qu'un traitement efficace demande de traiter euh, ce traitement assisté par les médicaments. Maintenant, on parle de MOUD, médicaments pour le traitement de l'usage des opiacés, au moins aux États-Unis. Et je crois que le mot assisté a été supprimé dans beaucoup de cas, mais je préfère dire traitement assisté par médicament. Je crois que c'est une meilleure description de ce que nous devons faire. Il y a un véritable besoin à chacune de ces étapes de la cascade de traitement. Il y a un besoin de soutenir les personnes, d'être soutenues par quelqu'un qui les aide vraiment. On appelle ces personnes des counselors, des conseillers, des psychologues, des travailleurs sociaux. Mais l'élément essentiel de ce rapport, c'est quelqu'un qui soutient, qui accompagne. Dans le cas du traitement de l'addiction, quelqu'un qui peut vous donner des informations exactes sur les médicaments utilisés, qui peuvent aider la personne à contrôler, le respect du traitement. C'est pas la peine de commencer un traitement si on ne va pas le suivre et ces interventions d'accompagnement ou de conseil peuvent améliorer le respect du traitement. Et il y a d'autres, services, annexes, médicaux, psychiatriques, sociaux qui sont nécessaires également. Au fil des années, il y a eu beaucoup de beaucoup de méta-analyses qui essayaient de mesurer l'impact des services psychosociaux en plus des médicaments avec des résultats mitigés. Je pense que cet article, souligne l'un des problèmes dans ces méta-analyses avec les interventions psychosociales et on a des données qui montrent que les stratégies de counseling, d'accompagnement aident aident les gens à entrer en traitement et à suivre les traitements. Ça, c'est une autre indication des motivations de poursuivre un traitement. Les gens sont plus motivés lorsqu'ils sont accompagnés et il y a des preuves très fortes que c'est associé au respect du traitement et à la poursuite du traitement. Mais nous avons une responsabilité éthique d'aider les personnes en traitement à faire face à tous les problèmes auxquels ils sont affrontés. Le nombre d'analyses qui ont été faites, qui ont étudié les différentes stratégies d'accompagnement, ont souligné l'efficacité de la thérapie comportementale cognitive. Ces 10 dernières années, ça, j'ai j'ai contribué à à développer ces stratégies. C'est basé sur la thérapie comportementale cognitive, basée sur le court terme. On ne s'inquiète pas de la cause de l'addiction, c'est pas la mission essentielle, mais on essaie d'aider les gens à faire un plan pour le lendemain.
pour qu'ils prennent leurs médicaments et évitent les les problèmes qui ont déclenché leur usage de drogue. Il y a des contrats comportementaux sur les utilisations développés par l'accompagnateur avec le participant et on souligne les problèmes liés aux drogues. On on anticipe les difficultés, notamment les rechutes et le participant doit comprendre que la guérison, peut rencontrer qu'il peut y avoir des rechutes pendant la guérison, mais il faut s'y attendre et y faire face. La structure de l'accompagnement à Ho Chi Minh City, nous avons mais lorsque l'accompagnement a commencé avec des sessions de 12 semaines, le on s'est rendu compte qu'il fallait davantage d'accompagnement pendant la phase initiale du traitement. Voici un schéma sur les priorités de counseling, d'accompagnement. Nous mettons nous accentuons le respect du traitement, la prise des médicaments. Une étude de MOHI à Ho Chi Minh City, en utilisant 3 médicaments qui sont, heu, affec donnés, buprenorphine, naltrexone, les peuvent passer de l'un à l'autre si, si le groupe auquel ils ont été affectés, ne leur convient pas, parce qu'on utilise différentes, approches entre les agonistes purs, heu, ou non, et nous avons des séances d'accompagnement et les priorités, c'est vraiment de demander s'il y a des problèmes dans la prise de médicaments. Est-ce que vous prenez, vos médicaments? Est-ce que vous les avez pas pris un jour? Pourquoi? Et on essaie de trouver ce qui peut, faciliter, vous aider heu, à les prendre. On on demande on demande s'ils utilisent des opiacés, d'autres substances. Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous avez pris de l'alcool? Comment est-ce que vous prenez l'alcool, par exemple? Qu'est-ce qui a déclenché cette consommation? On leur demande, on parle de craving. Est-ce qu'ils ont des envies? Si leur niveau de craving est très élevé, est-ce qu'il faut s'en occuper? Et vraiment, on ne peut faire ça que dans une session de counseling, d'accompagnement. Il faut que ce soit contrôlé. La santé mentale, la dépression, d'autres, problèmes de santé mentale aigus doivent être, discutés. On peut le vérifier, ça peut être fait, rapidement et on doit le faire entrer dans le cadre de la session et quelle est la confiance de cette personne? Comment est-ce que le counselor, l'accompagnateur peut faire naître la confiance pour que cette personne, traverse les difficultés, du traitement pour, continuer, poursuivre, le soin. Je voudrais conclure en redisant ce que j'ai déjà dit. Le trouble d'usage des opiacés est un problème global qui varie énormément en gravité et en termes de réponse d'un pays à l'autre. Les médicaments, on a beaucoup de chance d'avoir tant de médicaments qui sont à notre disposition aujourd'hui, mais leur prise et la poursuite du traitement, heu est soumise à de nombreux facteurs et des influences
Le médicament n'est pas souvent, disponible, il faut vraiment commencer le traitement et le poursuivre et ça, c'est une l'accompagnateur a un rôle, essentiel dans ce cadre. On les conclusions sur l'impact de ces accompagnateurs sont mitigées. On montre que nous avons une responsabilité éthique d'être là. Nous devons aider, et guider, les personnes et les soutenir dans leur traitement. Je vous remercie. Thank you very much for this extensive Merci detailed pour study. cette étude très détaillée. Questions? Yes. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Dave, pour cette présentation très claire. J'ai une question sur EDRC. Les 9 semaines suivies de 12 semaines et 9 mois, c'est-à-dire une année. Est-ce que c'est une année uniquement à cause du projet ou c'est votre stratégie d'accompagnement des patients? La réponse simple, c'est à cause du projet que nous avons. C'est la fin de l'accompagnement, du counseling. Mais bien sûr, en dehors du contexte de recherche, les gens peuvent avoir besoin d'accompagnement pendant des périodes plus longues, peut-être autant que la durée du traitement. Et on espère qu'on pourra développer des stratégies qui iront au-delà des projets de recherche. La même chose pour les médicaments. Nous devons changer de stratégie parce que l'étude à Ho Chi Minh Ville n'est peut-être pas disponible à long terme. Je crois que nous avons l'intention de faire ensuite qu'il y aura une transition pour les usagers en toute sécurité. Merci pour cette question. Yes. Jean-Pierre? Très intéressant comme d'habitude. Je me souviens, dans nos travaux, quand nous avons travaillé à Ho Chi Minh Ville, nous avions des problèmes avec les gens. Nous nous pouvions atteindre nous pou nous pouvions diminuer la charge virale si le patient était traité dans le projet. Pour ceux qui étaient positifs au VIH et qui avaient une charge virale, au moment pour l'instant, nous avions 3 possibilités. Nous avons demandé des conseils. Elle nous a dit la 1re possibilité, c'est peut-être il y a pas un bon respect du traitement, même si les gens allaient au centre pour la méthadone ou la Suboxone. Et la 2e possibilité, une mauvaise qualité du médicament. Et la 3e possibilité, la 3e option, c'est une résistance. Donc nous avons décidé d'essayer d'améliorer l'adhérence, le respect du traitement. Et après avoir parlé à nos accompagnateurs, ils se sont focalisés sur le VIH et si je me souviens bien, finalement, nous avons eu de bons résultats en diminuant la charge virale. C'est ça? Si votre question, c'est: «Est-ce que vous avez raison?» Oui, vous avez raison. Non.
Je crois que c'était la base de l'étude précédente dans le même centre à Ho Chi Minh Ville et Jean-Pierre parle de cette étude et c'était la base de notre étude actuelle et ça nous a permis de nous améliorer, sur, l'accompagnement. Non seulement vous prenez vos médicaments pour le trouble de l'usage des opioïdes, d'opiacés, mais vous prenez également vos médicaments antirétroviraux. Sinon, il faut dire, voilà, quels sont les problèmes, pourquoi dans votre vie, quels sont les problèmes que vous rencontrez pour que vous ne respectiez pas ce traitement combiné. Et je crois que sans accompagnement, on ne parle pas de ces problèmes, on ne les traite pas. Et je crois que ce que vous dites est vraiment très important. Et en France, c'est très important de souligner que les gens qui ont un traitement complet ne doivent pas oublier l'importance des interventions psychosociales et de l'accompagnement. Et notre centre, nous sommes l'un des rares ou peut-être le seul centre en France, parce que vous nous avez formés sur l'accompagnement et nous avons vraiment amélioré nos résultats avec le counseling, avec l'accompagnement. Ce n'est pas seulement, heu, une question, il faut vraiment souligner comme comme il est important d'ajouter les interventions psychosociales. Merci beaucoup. Nous sommes conviqués, nous sommes convaincus et maintenant nous allons poursuivre. Louis est vice-président de l'Institut de VH et il est, responsable du laboratoire de génétique et maintenant il va vous présenter. Thank you everyone for Merci Jean-Pierre, merci, Erwan d'avoir organisé cette discussion. Je crois que d'après tous les thèmes qui ont déjà été, évoqués, on a déjà en quelque sorte la toile de fond. Donc on a parlé du vaccin à New York, David nous a parlé de la comparaison des 3 différents médicaments les différentes, heu, avec les différentes modalités et je vais vous montrer la manière dont on, mesure l'activation immunitaire résiduelle chez les patients qui sont sous méthadone. Parce que à terme, ce que je vais vous montrer, c'est des nouvelles données que nous avons, colligées pour voir quelle est la réponse au vaccin, contre le Covid d'un groupe à Philadelphie. Donc ils sont dans des programmes de réduction de risque, qui ont différents troubles, qui sont, souvent des patients qui, sont infectés par le VIH ou non, avec traitement ARV ou non. Donc, vous avez ici le plan de ma présentation en 3 parties. D'abord, on va faire un espèce de préambule, expliquer pourquoi cette, étude sur la vaccination vient éclairer ce qu'on a fait jusque-là. Ensuite, on va parler, de l'étude Amaury. On est en train de recruter, pour cette étude. Donc ça sera la troisième partie de ma présentation. Les aspects, les plus prévalents, de l'utilisation des opioïdes qui nous intéressent. Alors on sait qu'il y a une, influence sur la stase intestinale et l'effet secondaire, de la stase, c'est ensuite, la mo le mouvement des, différents, produits du microbiome et on sait qu'on va avoir une réduction de la motilité intestinale en fonction de l'altération du microbiome et on sait que la constipation, c'est l'un des symptômes, les plus connus, des personnes, infectés par le VIH, mais ce n'est finalement qu'un symptôme de tout ce qui se passe dans le système au sens large. D'un point de vue immunologique, on sait que l'épithélium intestinal a des fuites en quelque sorte de par la réponse inflammatoire. On sait que les microbes
deviennent dysbiotiques. Il y a une dysbiose intestinale et ça va ensuite aller dans la lamina propria, c'est là où il y a potentiellement une réponse immunitaire. Et on sait que c'est à ce niveau que l'on va avoir une activation ou une désactivation dans le cas d'un état chronique. Et on sait que cela va se traduire par les pathologies que l'on connaît bien en cas d'inflammation chronique. Dans le contexte de l'inflammation au VIH, on sait que le VIH déjà fait ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il compromet l'intégrité de l'intestin, qu'il va y avoir un intestin présentant des fuites, plan infectieux, et on a des données chez des personnes qui commencent un traitement. On sait que leur taux de CD14 est un facteur indépendant de prédictibilité de la mortalité. Même si c'est des patients chez qui on peut supprimer la charge virale, on suggère que la fonction immunitaire qui sous-tend la barrière compromise, on sait que c'est potentiellement une dominante du devenir clinique. Donc comme ça nous intéresse, bien sûr, de savoir, quelle est la teneur en biomarqueur CD14 dans les populations que nous suivons. Vous avez ici le modèle conceptuel, qu'on essaie de tester, au fur et à mesure qu'on avance dans l'étude. Donc on a l'activation immunitaire des leucocytes qui est affectée potentiellement indépendamment par, la prise, d'opioïdes, d'alcool, de cannabine, de nicotine. Ça on le sait, il y a beaucoup de travaux sur l'effet justement de ces différentes substances sur la fonction immunologique. En bas à droite, vous avez l'intestin, le système le tractus intestinal avec la dysbiose qui peut, parce que la barrière est compromise, ça peut provoquer donc une modification du microbiome. Et en bas à gauche, vous voyez ici qu'on va essayer d'étudier la transcription résiduelle du VIH résiduel ainsi que le réservoir de VIH latent. Donc, on va essayer de tester ce modèle au fur et à mesure qu'on avance. On va se concentrer sur des patients qui injectent, des sujets qui injectent des drogues sans avoir de VIH et on va voir ce qu'on peut mesurer au laboratoire à partir du moment où on a pu prélever des échantillons chez ces personnes. Nous avons fait une étude il y a plusieurs années où l'on comparait des personnes de Philadelphie qui s'injectaient des drogues, qui partageaient ou non parce qu'on essayait de voir si le partage ou le non-partage des seringues avait un impact. Et je vais vous montrer rapidement ces données. Ici, ce que l'on voit, c'est que ces personnes ont davantage de CD14 dans le plasma comparativement à ceux qui ne partagent pas de seringue. Et on voit aussi donc l'activation du CD163 qui est un marqueur de l'activation immunitaire, puisqu'on sait que c'est une voie qui est régulée à la hausse dans le cas d'une activation myéloïde. Quand on regarde plus particulièrement l'activation des natural killers et la cytotoxicité directe, on sait que les NK sont capables de tuer certaines cellules et on sait qu'elles peuvent aussi tuer avec un mode assisté par les anticorps ou non. On voit que cette fonction n'est pas altérée chez les témoins versus chez les personnes qui injectent des drogues. Vous avez ici la cytotoxicité qui dépend de l'action des anticorps. Et en bas, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les différents groupes, témoins et personnes s'injectant des drogues. Ce qui est intéressant, ce n'était pas forcément ce qu'on attendait. On pensait qu'il y aurait un déficit. Lorsqu'on regarde l'activation des lymphocytes CD8, on voit qu'il y a un lien avec la fréquence ainsi que de la réponse mémoire que l'on peut mesurer. Et puis, il y a aussi les antigènes de rappel, les recall antigens, et les lymphocytes T mémoire. On ne voit pas d'incidence particulière, en tout cas dans ce contexte. Et encore une fois, quand on voit ici en laboratoire, quand on fait des analyses dans des boîtes de pétri. On voit ici dans des sous-groupes, on constate
constate que dans un des compartiments, on a quelque chose qui est bien inférieur. Et cela signifie peut-être que la fonctionnalité in vivo, donc là, entre les comportements immunitaires avec réponse à un vaccin, peut-être qu'il y a une forme ici d'altération de cette réponse immunitaire. Pour l'instant, évidemment, on ne peut pas surinterpréter quant à la distribution et ou une éventuelle réduction, mais c'est une de nos conclusions potentielles. Parce que quand on commence à voir certaines modifications au niveau sanguin, on peut éventuellement envisager la possibilité de généraliser la conclusion. Donc, ce que l'on voit que chez que les non-usagers versus les personnes s'injectant des drogues, donc on fait une comparaison entre les deux, on voit qu'il y a moins de fréquence de CD chez les personnes injectant, chez les injecteurs, et on a une plus grande activation des marqueurs myéloïdes. Ensuite, ce qu'on a essayé de voir, c'est si les injecteurs ont la même activation immunitaire que ceux prenant certains médicaments. Parce qu'on sait que la buprenorphine, la méthadone utilisent certains récepteurs, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont traités par naltrexone. Si on revient au modèle, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en cas d'utilisation d'opioïdes, on va accélérer on va accélérer l'activation des récepteurs également utilisés par méthadone, naltrexone, suboxone. On a comparé donc les différentes personnes qui sont sous suppression de charge virale, qui vivent avec le VIH, suivant qu'ils sont traités par naltrexone ou méthadone. Et on a des résultats qui sont similaires à ceux qui étaient montrés déjà dans le groupe précédent, c'est-à-dire que leur taux de CD14 est supérieur pour ceux qui sont sous méthadone par rapport à ceux qui sont sous suppression virale, mais qui donc ne prennent pas de drogue ou bien qui prennent de la naltrexone. Et ça vient corroborer la notion que cliniquement, l'utilisation d'opioïdes, il y a des interactions qui sont stimulées et ça fait ensuite donc cette translocation du microbiome et vers un état chronique au niveau du microbiome. Donc, vous avez ici donc les conclusions de cette étude transversale secondaire qui montre que cette intervention ici que l'on met en œuvre a un coût immunologique. Donc, il faut voir ce que ça peut ce que ça peut signifier en termes immunologiques. Et on en vient justement à cette étude où on a étudié la vaccination contre le Covid. On essayait de voir si la réponse contre le SARS-CoV-2 dans une population vulnérable mais en bonne santé. Quand on dit vulnérable, c'était des patients qui étaient HIV VIH positifs et sous suppression antivirale. On voulait voir s'il y avait une réponse différente entre cette population vulnérable et une population saine avec des intervalles de mesure réguliers. Et ça reboucle un peu sur la discussion qu'on avait ce matin. Ce sont des personnes donc, qui ont été vaccinées et voir qu'est-ce qu'il arrive à cette population vaccinée. On n'essayait pas de voir ici donc, combien de personnes avaient été vaccinées, on essayait de voir le succès de la vaccination anti-Covid chez ceux donc, qui ont suivi le schéma vaccinal complet et voir si ensuite, au niveau immunologique, il y avait une réponse complète. L'hypothèse, c'est que les personnes qui ont une infection VIH chronique ou un usage d'opioïdes significant, est-ce qu'ils ont une réponse immunitaire diminuée par rapport à une population témoin? Alors, bien sûr, on n'a pas de corrélation possible. On n'est pas capable de dire que cette vaccination, on n'a pas suffisamment de recul sur l'effet de la vaccination anti-Covid. On peut évidemment montrer un certain nombre de choses sur des modèles animaux, mais pas nécessairement en population humaine. Donc, ce que l'on a fait à ce stade, c'est recruter des personnes qui ont suivi le schéma vaccinal complet, donc soit avec un vecteur ADN, soit avec un vecteur ARN. Et on a mesuré bien sûr le niveau de rétention. Et ensuite, une fois bien sûr qu'ils ont terminé le schéma vaccinal, on a fait des mesures à l'inclusion à 3 mois, 6 mois. Donc, ici, ce sont des sujets qui ont été recrutés essentiellement à Philadelphie. Donc, on avait des témoins
c'était les employés de chez Wistar d'ailleurs, qui étaient VIH négatifs. Ensuite, on avait des VIH positifs avec suppression grâce à un traitement ARV, des VIH positifs sous traitement ARV plus s'injectant des opioïdes. Et puis ensuite, vous avez donc les deux autres différents groupes qui cherchaient soit l'utilisation de stimulants, soit d'opioïdes, et qui étaient tous deux, donc utilisation d'opioïdes ou de cocaïne. Enfin, en tout cas, c'était l'intention lors du recrutement d'avoir ces 5 sous-groupes. La population était bien répartie en termes de démographie entre hommes et femmes. Vous avez ici les profils immunologiques, la réponse, je vais vous montrer dans un instant. Vous avez donc ici on a une bonne représentation de l'épidémie d'utilisation des opioïdes. On a globalement moins de caucasiens et de personnes d'ethnicité caucasienne que d'autres ethnicités, ce qui est là encore une bonne représentation globalement de la population des usagers à Philadelphie. Ensuite, concernant la caractérisation immunologique, on voit la relation entre le CT14 et le bêta-glucane, qui sont deux marqueurs typiques de la translocation du microbiome. Et on a aussi ce que je vous ai montré tout à l'heure, cette protéine qui peut être partagée en cas d'activation myélienne. Donc on regarde non seulement le CD14, mais aussi le bêta-glucane, et on voit la relation entre la présence donc de ces deux substances. On mesure aussi les interférons parce qu'on essaie de voir si les interférences sont communes lorsqu'on a une induction de CD14 et de bêta-glucane. Donc effectivement, il y a une corrélation, mais pas forcément significative. Cette diapo est un peu touffue au niveau en fait les 5 groupes dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, on confirme avec les données CD14 comme on l'a vu tout à l'heure, que quand on a donc une suppression du VIH et les usagers d'opioïdes ou d'autres substances ont tendance à avoir un niveau de molécules pro-inflammatoires supérieur aux autres. Et vous voyez ici donc les résultats sur les différentes variables. Pour ce qui est de la vaccination, le recrutement a ensuite été étendu. On a eu au final quelques centaines d'individus qui ont reçu le vaccin Johnson Johnson, Moderna ou Pfizer. Il s'agissait d'avoir donc d'abord une première dose plus 2 rappels. Et on a essayé aussi de voir qui a bien eu la deuxième injection de rappel versus les autres. Donc ici, ce sont des vaccinations. On a proposé essentiellement aux États-Unis le vaccin Johnson Johnson. Il y avait un biais ici, donc c'est la raison pour laquelle il y a davantage de Johnson Johnson. L'avantage, c'était que c'était souvent une injection en monodose, et par conséquent aussi, les usagers avaient moins besoin à revenir. Mais de notre côté, c'est potentiellement corrélé négativement avec l'efficacité de l'intervention. Donc, dans les centres de réduction des risques, ils ont eu tendance à proposer davantage le fonction J&J que les deux autres. L'autre chose sur quoi j'attire votre attention, c'est que les doses de rappel ont été davantage respectées par les sujets témoins que par les sujets qui sont dans un programme de réduction des risques. Mais ça, c'est quelque chose dont on tiendra compte tout à l'heure dans l'analyse. Pour ce qui est de l'usage des substances, encore une fois, la vaccination était administrée dans les centres de réduction des risques, et on voit les mêmes choses qui ont déjà été évoquées ce matin dans les autres études, à savoir que les usagers de fentanyl, de xylazine, de cocaïne et ses métabolites, ce sont vraiment ces 3 groupes qui ont donc finalement un profil d'usagers polysubstances. Nous avons ici donc les différentes substances, ici dans cette diapositive. Donc ce sont les différentes drogues que l'on a pu, ou substances qu'on a pu retenues dans le plasma au moment où on faisait le titrage en amont de la vaccination anti-Covid. Et on voit que c'est en majeure partie, il y avait soit du fentanyl, soit de la xylazine, soit de la cocaïne et ses métabolites. Et là encore, cela est bien corrélé avec ce qui a été évoqué ce matin. En rouge,
On a bien sûr les substances en relation avec les antirétroviraux. Ça, c'est pour le groupe qui était sous ARV. Le test urinaire, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que le fentanyl est à peu près partout, pas mal, d'opioïdes aussi, cocaïne retrouvée aussi dans un grand nombre d'échantillons. Donc au global, on a donc un usage de plusieurs substances dans cette population et donc il semblerait y avoir donc une préférence vis-à-vis de, substances stimulantes. Mais donc globalement, la conclusion, c'est que le schéma plasmatique, mais aussi urinaire, pointe vers des usagers de plusieurs substances. Pour ce qui est donc de la titration de l'anti-SARS-CoV-2, on voit qu'il y a une réponse immunitaire dans les 5 groupes, que la rétention de la réponse est observée aussi bien dans le groupe VIH que dans le groupe témoin. Et on voit des lignes un petit peu plus basses dans ceux qui prennent des médicaments ou qui sont des usagers actifs. Là, ici, on a le delta au fil du temps avec les différents en groupes. Alors, quand on regarde ces données, on a essayé de voir aussi quelles étaient les personnes qui répondaient mieux ou moins bien à certains isolats du Covid. Et ici, on a une modélisation qui montre, donc c'est un essai biochimique de la liaison protéique. Et donc ici, on a un titrage de cette corrélation protéique. Donc ici, c'est pas le titrage complet, c'est pas les capsides uniquement, mais donc c'est pas un titrage fonctionnel, c'est des chiffres complets. Donc là aussi, peut-être pas quelque chose à discuter aujourd'hui dans l'intérêt du temps. Ici, nous avons pu suivre sur 6 mois les données entre la vaccination et le deuxième rappel. Donc, en tout s'écoule 90 jours. Et ici, pour les 5 jours, les 5 groupes, pardon, on a pu voir l'évolution du titrage sur 90 jours. On voit que dans les 5 groupes, donc on suit pendant 90 jours. Le jour zéro, c'est le jour de la vaccination pour la personne en question. Et ce que l'on voit ici, c'est que la ligne dans le groupe opioïdes ou utilisation de substances psychoactives, on voit que leur ligne, leur titrage est inférieur à celui des témoins sains. Euh, on voit qu'il y a un effet significatif donc au fil du temps, c'est-à-dire que on voit évidemment l'intérêt des rappels. On voit aussi que le titrage, c'est les utilisateurs actifs est significativement inférieur, c'est-à-dire que donc la réponse au vaccin est inférieure et certainement chez ceux qui utilisent plusieurs substances. On voit qu'il y a un impact du temps quand l'augmentation du titrage augmente. Donc, c'est en fonction, donc bien sûr, de l'allocation à l'une ou l'autre des groupes. Et on a aussi certaines données qui suggèrent qu'il y a une augmentation plus rapide de l'immunité dans le groupe témoin et dans le groupe VIH. Donc, c'est vrai que 80% de nos usagers ont reçu des rappels, mais le fait d'avoir des rappels n'a pas nécessairement d'impact sur le groupe usager d'opioïdes actifs. Quand on regarde ici, on voit que c'est le groupe Johnson Johnson, Moderna, Pfizer. Ici, ça corrobore le fait que le gros de notre cohorte a reçu le J&J en première intention parce que c'était ce qui était disponible dans le centre de réduction des risques. Donc, on voit que le type de vaccin et l'effet du premier vaccin est indépendant. On a ensuite eu le Moderna, on a ensuite eu le Pfizer. Et on voit que l'effet du type de vaccin et le type de substance prise par la personne étaient tous deux indépendants. Donc le type de vaccin n'avait pas d'impact suivant quelle était la substance consommée. Vous voyez en bleu donc les patients qui n'ont pas reçu de rappel et on voit clairement que la ligne au-dessus ayant bénéficié d'un rappel en plus grand titrage, donc ça c'est tout à fait conforme à l'attendu. On voit que l'effet du rappel est indépendant du temps, donc autrement du moment où on a le rappel, donc du moment qu'on a le rappel, on a effectivement un impact. Mais par contre, quand il y a un abus de substance, on a des lignes qui se décorrèlent et les bénéfices que l'on retire du rappel sont inférieurs chez ceux qui ont un usage d'opioïdes. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est
c'est que les personnes qui cherchent activement des opioïdes ont un taux élevé de CD14 de bêta-glucane, ce qui suggère qu'il y a une translocation microbienne augmentée et une activation myéloïde. On a aussi parlé donc de la présence dans tous les groupes étudiés d'un usage de plusieurs drogues concomitantes. Pour ce qui est de la vaccination COVID-19, on a une réponse neutralisante du SARS-2 dans tous les groupes. Comme on s'y attend, évidemment, le rappel de la vaccination améliore le titrage. Il va falloir ensuite déterminer quels sont les déterminants biologiques, savoir qui répond le mieux au vaccin. On en a parlé hier, l'intérêt de la vaccination de ces populations. Il serait bon d'avoir les marqueurs pour savoir quels sont les patients qui ont la meilleure réponse. Il y a des limites évidemment à notre étude, petite taille d'échantillons. Le modèle qu'on a utilisé aussi est très spécifique et donc on n'a pas fait de correction des erreurs de type 1 et puis il y a un biais de sélection parce qu'on n'a étudié que ceux qui ont suivi le schéma vaccinal complet, non pas la population globale. Les 4 dernières diapos, je vais vous donner des données intermédiaires de travaux qui sont en cours. C'est une étude de prouve de concept chez des personnes qui reçoivent qui reçoivent un traitement ARV, l'intérêt du counseling. Et l'hypothèse, en revenant au modèle, donc si on randomise en 3 différents groupes en fonction des groupes, on essaie de voir quel est le profil immunologique. Et on a eu une étude transversale que je viens de vous présenter, et c'est une étude longitudinale qui essaie de voir en fonction de la drogue de choix quel est ensuite le profil et quelles sont les implications en termes de réservoir VIH. On va pouvoir voir l'activation, on va voir quels sont les traitements. On s'attend à ce qu'il y ait une diminution du réservoir VIH, c'est des personnes bénéficiant d'un traitement. Donc ça, c'est le design de l'étude. On peut avoir donc des personnes qui sont randomisées dans différents bras, mais ensuite on peut faire un switch-over d'un bras à l'autre. On a mesuré le profil biologique qui est illustré ici, on ne va pas rentrer dans les données. Et évidemment, nous n'aurons des résultats qu'une fois qu'on sera au terme de l'étude. Actuellement, on a recruté un certain nombre de personnes, 40 personnes. Vous avez ici la répartition essentiellement des hommes. Et puis, comme on l'explique, c'est un groupe où il y aura potentiellement un switching d'un bras à l'autre de l'étude entre buprenorphine, méthadone et naltrexone. Euh, il s'agit d'un effort évidemment d'équipe, pas uniquement de notre équipe. D'ailleurs, j'exprime ma reconnaissance à toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui. Et bien sûr, David a bien sûr fortement contribué à la conception de cette étude avec ses propres études à Philadelphie. Sur ce, je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Est-ce qu'il y a une question éventuellement? We have time for one question. Gavin Bart. Hi, Kevin Bart, Minnesota. Gavin Bart, du Minnesota. Alors, merci pour la présentation. J'ai une question sur l'étude AMOI et les autres travaux que vous avez présentés. Donc, on se rend compte que les personnes sont sous ARV assez tard lorsqu'ils sont VIH positifs. Est-ce que vous avez étudié la différence entre le début d'un ARV précoce ou d'un ARV tardif? Parce qu'on a un groupe de personnes qui est sous ARV et d'autres qui sont sous ARV beaucoup plus tard. Et donc, il y en a certains qui vont avoir des CD4 augmentés et plus ou moins rapidement. Alors, comment vous en tenez compte quand vous allez faire votre analyse? Est-ce que vous tenez compte de l'historique des antécédents, de l'immunocompromission, donc suivant que vous avez des patients qui sont immunodéprimés ou non? Est-ce que vous en tenez compte dans l'analyse? Alors, merci pour la question. L'état immunologique, vous avez raison, dépend du moment où on a eu accès au traitement. Le taux de CD4 est vraiment corrélé à l'ancienneté du traitement ARV, si vous voulez.
Donc, ce que je vous ai montré, on a utilisé le CD14 comme prédicteur et chez ces personnes, c'est des personnes qui sont immunocomprimées, à tel point que, l'ARV ne peut pas inverser cette tendance. Donc l'hypothèse qu'on essaie d'explorer, c'est que potentiellement, il va y avoir la méthadone ou la buprenorphine qui va améliorer, ce résultat et ce n'est pas le cas avec la naltrexone et le profil qu'on essaie alors encore une fois, c'est la mesure de la CD14. Donc, on sélectionne une population qui va avoir la plus grande plage de réponses par rapport à les situations de référence pour pouvoir justement voir une modification détectable parce qu'on est toujours dans du détectable très difficilement. Donc, il nous faut, si on avait une population où le taux détectable était plus bas, on aurait besoin d'un échantillon plus important pour avoir davantage de puissance statistique. Le docteur Lémignan, qui est chair du département de santé globale et chef de l'Office de sciences et technologies à l'Université de Hanoï. Good afternoon. I'm between Bien, bon après-midi. Je suis presque entre ma présentation et le déjeuner, donc je vais tenter d'être bref, mais en tout cas, je voulais vous remercier de m'avoir invité à cette belle réunion. C'est la troisième fois que j'assiste à ce congrès ATHS et c'est toujours un plaisir à cause du contenu scientifique et aussi à cause de l'ambiance, de la belle ambiance créée par les organisateurs. Donc voilà, merci de m'avoir invité encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous décrire la situation de l'usage de méthamphétamine parmi les patients, les usagers du traitement de maintien à la méthadone au Vietnam. Je vais vous raconter quelle est cette étude qui a été financée par le NIDA pour étudier donc l'usage de la méthamphétamine parmi ces personnes. Voici mes révélations de conflits d'intérêts. Je suis financée par NIDA et puis j'ai une équipe qui travaille dans le but de cette étude. Alors, comme vous le savez, cela fait 15 à 20 ans maintenant que nous avons développé un programme de maintien à la méthadone au Vietnam et nous avons commencé notre étude de pilote en 2008 et nous sommes rapidement répandus depuis 2010 et jusqu'à ce jour. Par le passé, au cours des 15 dernières années, le programme, malgré cette expansion, nous avons réussi en fait à répandre ce programme avec des doses de maintien et puis les patients doivent quand même se rendre à la clinique. Et nous avons également commencé un programme pilote où les patients peuvent prendre la méthadone à la maison, mais c'est quand même assez limité. Et nous espérons que cela se répande rapidement. Mais au cours des 3 à 5 dernières années, nous avons observé que le niveau de patients qui sont inscrits au programme à la méthadone est en train d'arriver à un plateau dans certaines provinces. Ici, dans certaines provinces, nous voyons qu'il y a des personnes d'ailleurs qui quittent, plus de personnes quasiment qui quittent le programme à la méthadone que de personnes qui s'y inscrivent. Alors, pourquoi tentons-nous d'encourager les personnes à prendre de la méthadone et non pas de la médication ou des médicaments pour les troubles liés à l'usage d'opioïdes? Eh bien, les données épidémiques du Vietnam nous montrent, d'après une première étude, que nous avons observé et documenté cette tendance qu'a évoquée le docteur Don Desjarlais. Et en fait,
on a observé l'usage de méthamphétamine parmi les personnes qui usent des opioïdes. Et ceci a commencé en 2005 et puis ça s'est répandu depuis de façon exponentielle au cours des décennies suivantes. Et depuis 2016 à 2018, il y a eu des centaines de personnes qui s'injectaient des opioïdes et nous avons vu que ce nombre arrivait à un plateau. Et dans une étude liée à cela, la recherche nous a permis de conclure qu'il y a, malgré un haut niveau d'adhérence au programme, qu'il y a quand même un niveau élevé de charge virale de VIH non supprimée parmi les personnes qui sont usagères de drogue par voie intraveineuse, ce qui pose un défi. Et ce n'est pas seulement la situation du Vietnam, ceci a également été observé dans d'autres pays. Par conséquent, nous nous sommes intéressés à ce phénomène et nous avons voulu savoir ce qui se passait auprès des patients qui utilisaient la méthadone. En fait, Don Desjarlais a étudié les usagers de drogue par voie intraveineuse. Nous nous sommes centrés par l'usage des personnes qui usent la méthadone. Nous avons fait notre étude dans 5 cliniques de Hanoï et nous avons observé un niveau de risque élevé de 9%, de risque modéré de 17%. Il y a un niveau d'usage de méthamphétamine parmi les personnes qui suivent un programme de maintien à la méthadone. Et je vais vous décrire maintenant notre étude. Nous avons répandu notre dépistage dans 15 cliniques des plus grandes dans la région de Hanoï et Ho Chi Minh entre 2021 et 2022. Maintenant, nous avons complété déjà ce dépistage et je vous en montrerai les résultats. Nous avons comparé les résultats de dépistage de 592 personnes sous le programme de maintien à la méthadone dans 5 grandes cliniques à Hanoï et nous avons maintenant comparé ces résultats par rapport donc aux résultats obtenus en 2018. C'était le dépistage le plus récent. Et puis, nous nous sommes servis de 2 outils. Le premier outil s'appelle Assist et se centre sur l'usage de méthamphétamine sous les recommandations classées comme risque élevé, modéré ou faible. Et nous avons donc analysé l'usage au cours de 3 mois. Et puis, en même temps, nous avons conduit des analyses d'urine pour la méthamphétamine, la morphine, le cannabis, l'ecstasy. Et voici les résultats que je voudrais vous montrer. Les résultats de ce dépistage tellement extensif en 2021-2022. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons fait ce dépistage dans 15 cliniques, 8 à Hanoï et 7 à Ho Chi Minh. C'est de grandes cliniques. Donc, c'est dans les 2 centres urbains les plus importants du Vietnam. Et nous avons voulu voir le nombre de patients qui ont été recrutés, les patients qui pouvaient suivre ce dépistage. Et comme vous le voyez, nous avons pu dépister un pourcentage assez élevé de ces patients, plus que 80%, et même dans certaines cliniques, 90% des patients étaient dépistés en utilisant cet outil appelé Assist ainsi que le test d'urine. Et voici les résultats donc de ce dépistage 2021-2022. Vous voyez qu'il y a un nombre assez élevé de patients à haut risque et avec l'usage modéré risque modéré et risque faible, donc les barres jaunes et vertes. Et des 2 côtés, dans ces 2 sites, nous avons
comparer le dépistage avec assist et les analyses d'urine. Et vous voyez que les personnes qui montrent un plus grand risque sont positives au test de l'urine et ceci n'est pas surprenant. Mais dans le risque modéré, 40% des patients classés comme à risque modéré ont testé positif à l'urine. Et spécialement dans la ville de Ho Chi Minh, le pourcentage de personnes testées positives est plus élevé que celui de Hanoï. Et c'est quelque chose d'intéressant, ce résultat, parce que il se trouve que les patients sous méthadone dans la ville de Ho Chi Minh sont beaucoup plus actifs et ils utilisent beaucoup plus de méthamphétamine qu'à Hanoï. Dans le contexte du Vietnam, les cliniciens, comme vous le savez, peuvent se permettre le test de substance parce que, ils utilisent le test pour l'héroïne ou pour la morphine, mais ils ne peuvent pas se permettre le test pour les autres substances. Alors nous, on a voulu utiliser le test assist pour différentes drogues afin donc de permettre d'avoir des données plus précises. Nous avons donc cette corrélation donc avec l'usage du test assist dans Ho Chi Minh et à Hanoï et l'analyse nous montre que nous avons une ponctuation de 7, un score de 7, ce qui est un petit peu plus élevé que ce que l'on appelle le faible risque d'après l'OMS. Et nous avons une sensibilité de 75%, une spécificité de 93%. Et ceci nous permet de réduire les faux positifs, c'est-à-dire nous assurer que les personnes qui ont ce score de 7, eh bien, ces personnes-là, nous sommes quasiment sûrs que ces personnes ont testé positif aussi avec le test à l'urine. Et c'est donc quelque chose que la clinique peut mettre en place. Ils peuvent faire le test à l'urine ou alors ils peuvent utiliser cet outil assist afin de dépister et de prévoir des interventions. Je vais sauter les données pour Ho Chi Minh et pour Hanoï qui montrent des résultats assez similaires. Mais maintenant, quand on voit le score de assist par rapport au statut de VIH, et et aussi les tests de l'urine, eh bien, nous voyons les scores obtenus par le test de l'urine et par assist, et nous voyons les résultats de VIH positif. Donc, nous voyons ces chiffres sur l'écran. Et voici le résultat du dépistage, du grand dépistage que nous avons fait. Maintenant, nous nous intéressons au nombre de patients où l'on a pu dépister donc les deux par les deux méthodes. Donc, il s'agit d'un nombre total de 592 patients dans les plus grandes cliniques. Vous voyez le nombre de patients qui viennent de différentes cliniques, en fait, suivant la taille des cliniques aussi. Nous voyons. Et il faut se souvenir en fait que ces patients ont été dépistés par les deux méthodes. Et si on voit maintenant le score assist comparé entre 2020, 2022 et 2018, on voit qu'il y a une réduction significative de non-risque ou pas d'usage de méthamphétamine du tout. Alors, il y a aussi, il n'y a pas de changement pour l'autre groupe, mais pour les résultats du test à l'urine en 2022, nous voyons un nombre significativement plus élevé de patients qui ont testé positif à l'urine. Et c'est une situation vraiment qui pose un défi parce qu'au Vietnam, nous avons des restrictions par rapport au nombre de personnes qui peuvent rester sous méthadone. Et ces personnes, ceci nous appelle à l'action urgente, c'est-à-dire comment réduire l'usage de méthamphétamine dans ces cliniques qui proposent le traitement de maintien à la méthadone.
Donc voilà, nous avons été financés par NIDA pour faire cette étude afin de développer l'intervention de combinaison optimale basée sur l'évidence afin de réduire l'usage de méthamphétamine parmi les usagers d'opioïdes qui sont sous traitement de maintien à la méthadone. Donc voilà le design de notre étude. Nous avons recruté des patients après des interviews de motivation, des entretiens de motivation. Nous les avons randomisés dans 2 bras. Le premier, donc le management de 4 semaines, et puis le deuxième, un groupe qui suivra un traitement d'éducation et suivant la réponse du test à l'urine pour la présence de méthamphétamine. Ensuite, nous les randomisons à nouveau pour les personnes qui montrent une réponse. Eh bien, on leur fournit des rappels par SMS de façon hebdomadaire, et pour les autres, pour ceux qui ne répondent pas, on les randomise encore pour qu'ils reçoivent une intervention basée sur la matrice seulement ou non. Et puis ensuite, ceci nous mène à une intervention de 24 semaines. Mais nous avons évalué ces sujets aussi des semaines plus tard pour voir les résultats sur le long terme. Nous avons produit un article avec ce protocole dans un journal scientifique récemment, et tout ceci pour ce qui est de l'intervention basée sur l'évidence. Donc, comme je le dis, nous avons fait des interviews de motivation sur la gestion des contingences, des sessions de groupe basées sur la matrice et des messages de texte SMS. Et ces interventions se sont avérées effectives. C'est donc des interventions effectives. Mais comment combiner ces interventions suivant la réponse du patient? C'est vraiment la question qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, jusqu'à ce jour, nous avons dépisté plus de 6700 patients à la méthadone, et nous avons donc recruté 6700 patients dans notre étude avec des personnes qui sont positives au VIH. Et ces personnes n'utilisent pas tant de méthamphétamine que les non-positifs au VIH. Et voici les résultats de base. Nous comparons l'adhérence à la méthadone au cours des 3 derniers mois, ce qui est corrélé au temps pendant lequel nous avons conduit ce dépistage. Et nous avons les données. Donc, il y a des sujets qui sont positifs à la méthadone. Nous avons l'adhérence, la non-adhérence. Et ici, nous voyons que la méthadone a un impact très significatif par rapport à l'adhérence au traitement, à la méthadone. Et nous avons ici les patients qui sont positifs au VIH parmi notre population. Nous voyons les différents niveaux de charge virale de VIH. Et nous voyons que pour les personnes qui ont été positives au test de l'urine, il y a un niveau significativement plus élevé de charge virale. Et aussi pour les personnes dépistées par ASSIST, plus de 27%. Et nous avons donc cette suppression de la charge virale chez ces personnes. Nous devons encore voir le nombre de personnes VIH positives afin de vérifier nos résultats. Donc, pour résumer, il y a une tendance à la hausse dans l'usage de la méthamphétamine parmi les personnes qui suivent un traitement de maintien à la méthadone. Et ceci pose un problème parce que ceci a un impact aussi sur le traitement de méthadone et sur le traitement du VIH. Alors aujourd'hui,
Il y a certains environnements qui proposent des traitements avec des médicaments pour les troubles liés à l'usage d'opioïdes et il faudrait mettre en place des mesures pour réduire l'utilisation de la méthamphétamine. On a aujourd'hui écouté les conseils, en fait, l'importance et le rôle des conseils, mais il faut voir aussi quelle est la combinaison optimale, c'est-à-dire quel est le coût pour les individus et le coût de l'intervention basée sur l'évidence, le coût pour le système. Si on veut prévoir ces interventions, il faut voir qui pourra payer pour tout cela. Il faut également, bien sûr, voir quelles sont les barrières, comment surmonter les barrières. C'est les questions qu'il faut aborder dans de futures études. Je vous remercie. Because there is another meeting just coming. They are waiting eagerly. Oui, il n'y aura pas le temps pour des questions. Merci, merci, docteur Lemine. Nous allons maintenant céder la place au meeting suivant.